plus grave que des peignes, mais elle a aussi, il y a une organisation, il y a des chefs, il y a des Indiens, il y a des exécutants. Alors d'abord, premier filtre, de mieux en mieux informés, en tout cas croyant l'être, de mieux en mieux informés ou croyant l'être, nous croyons de moins en moins les affirmations sur le futur d'une direction générale. Et nous n'écoutons plus la langue de bois. La langue de bois, j'ai assisté ou même participé à beaucoup de conventions de grandes entreprises. Vous savez que beaucoup de grandes entreprises font des conventions pour essayer de ressouder le moral des troupes ensemble. Et il y a d'abord l'horreur, c'est le PowerPoint. Alors, PowerPoint, avec des chiffres que personne ne comprend, que personne ne peut valider. Donc, et ensuite, il y a le discours du président disant nous allons devenir les seconds mondiaux de la production de boules de gomme. Bon. On croit ou on ne croit pas, mais de moins en moins on croit. Ce n'est pas du tout qu'on pense que ce personnage est malhonnête. C'est parce qu'on pense qu'il ne sait pas où il va. Car nous ne savons pas, je peux l'affirmer, travaillant avec beaucoup de grands chefs d'entreprise de notre pays, nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes fascinés par Carlos Ghosn. Carlos Ghosn qui a dit « Voilà ce que j'aurais fait en 2010, et si je ne l'ai pas fait, je m'en vais. » Et donc il va partir. Puisqu'il ne l'aura pas fait. On dit, mais il est fou, ce mec. Et donc, on a du mal. Et les salariés savent que quand on affirme quelque chose, maintenant, eh ben, on n'a pas les moyens de l'affirmer. Et quant à ce discours circulaire, ce qu'on appelle la langue de bois, ce discours circulaire sans valeur ajoutée, mais j'y rajouterai quelque chose sur la définition qui a été dite hier, c'est un discours circulaire sans valeur ajoutée, mais qui sert à faire croire que l'on maîtrise les événements. Il y a une métalogique là-dedans pour faire croire qu'on maîtrise les événements. Et ça n'est plus cru. Alors on écoute une espèce de... Et qui est terriblement... je dirais qu'on ne dira jamais assez les ravages de PowerPoint. C'est un truc qui défile. Voilà, ça me tient lieu de personnalité. Ça parle à ma place. Je suis un être qui n'a pas d'affect. Et c'est le PowerPoint qui parle à ma place. Et ça n'est plus écouté, bien sûr. Donc le premier, c'est que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, cette phrase qu'on entend tout le temps. Je vous signale qu'il y a eu pour 4 milliards de fusion, de 4 milliards de dollars de fusion-acquisition en 2007. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il y a 10 milliards de fusions-acquisitions qui ont lieu dans le monde. Donc le paysage entrepreneurial du monde se transforme sous nos yeux. Or, à chaque fois, ça se fait avec le même laïus. Il n'y aura pas de licenciement. Tout le monde sait que c'est faux. Parce que c'est impossible, parce que sans ça, on n'en ferait pas de fusion-acquisition. Puisque c'est pour diminuer les frais fixes et au contraire étendre la zone sur laquelle on va vendre. Et pourtant, à chaque fois, ça se dit, il n'y aura pas de licenciement. Plus personne n'y croit. Et pourtant, continuez à le dire. Le deuxième filtre, c'est, et qui est un peu de même nature, mais je voudrais mettre à part, c'est de plus en plus les gouvernés savent que les chefs ne savent pas. Mon père était préfet, ancien préfet, il est mort maintenant, mais il était préfet, et il me disait, quand j'étais petit, écoutez, c'est le début de la lâcheté. Il ne faut pas écouter. Parce que, disait-il, le chef sait. C'est pour ça qu'il est le chef. Et donc, s'il écoute, on se dit, tiens, il se renseigne, il n'a pas l'air au courant, c'est pas rassurant. Donc, on dit, le chef sait. Or, maintenant, on sait que les chefs ne savent pas. Et qui ne peuvent pas savoir, en tout cas dans le monde de l'entreprise, et qui ne peuvent pas savoir. Pour des raisons claires, qui sont que l'entreprise, elle est maintenant dans un maelstrom de contraintes contradictoires dont on ne connaît pas la résultante.
Je vous en donne simplement deux. La première, c'est ce qu'on appelait la mondialisation, c'est-à-dire l'arrivée en 15 ans de 3 milliards de consommateurs qui sont venus pousser le caddie avec nous et qu'on n'attendait pas. Ce qu'on appelle le BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, plus d'autres. Je reviens de Chine, j'avais écrit un bouquin il y a 10 ans qui s'appelait « Quand la Chine va au marché, il ne vaut plus un coup de cidre ». Maintenant, tellement tout ça a bougé, changé. Quand on voit qu'un fleuron de Wall Street comme Morgan Stanley est obligé de faire appel pour s'en tirer au fonds souverain chinois, c'est-à-dire à de l'argent communiste, on est dans un autre monde dont on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne peut dire ce que va devenir la Chine, car un pays d'1,4 milliard de personnes totalement communistes et totalement capitalistes, on ne sait pas comment ça marche. Personne ne sait. Or, ça a un impact sur la plus petite PME de l'UDEAC, par effet induit, qu'on pourrait expliquer, par effet de boule de neige. On ne sait donc pas ce qui va se passer. Ça, c'est la mondialisation. C'est le pauvre Ghosn qui n'a pas cru, presque jusqu'au bout, il n'a pas cru que Tata réussirait à faire sa voiture, la Nano, à 1 700 €. Il n'a pas cru jusqu'au bout. C'est pas possible. Alors elle est là. Et ça change tout. Donc, il y a ça, et puis surtout l'irruption de 3 nouveaux capitalismes aux règles du jeu qui n'ont pas du tout de rapport avec d'autres bons capitalismes français, de tour de table, qui n'a pas de rapport. Le premier, c'est ce qu'on appelle grosso modo le capitalisme financier, avec l'irruption des fonds de pension, des hedge funds, des fonds de private equity, qui ont des logiques complètement différentes, qui ne sont pas au service de l'entreprise. Ils viennent s'investir dans une entreprise, mais pour... Et ce qui est important, c'est la logique du fonds et pas la logique de l'entreprise. Et donc, si l'entreprise ne crache pas les 15% qui sont souhaités, le fonds s'en va. Notre excellent prospectiviste Michel Godet nous rappelle qu'il y a 20 ans, ces fonds existaient déjà, mais ils venaient s'investir pour en moyenne 8 ans dans le capital des entreprises dans lesquelles ils venaient, maintenant 8 mois. On est dans un autre monde. Et on ne peut pas en vouloir au chef d'entreprise, il n'en sait rien ce qui va se passer. Il essaie de savoir, il fait son mieux, mais il ne peut pas tout savoir. Et puis surtout, le deuxième capitalisme, c'est l'arrivée, l'irruption du méga-capitalisme familial, indien en particulier, j'ai évoqué Tata, mais c'est aussi Mittal, qui ont d'autres logiques, parce qu'ils ont les moyens d'une autre logique, qui ne sont pas obligés de cracher beaucoup d'argent tout le temps, mais ils ont des ambitions impérialistes assez considérables, et compréhensibles d'ailleurs. Et puis, troisièmement, celui qui vient de surgir, dont on ne sait pas ce qu'il va donner, qui est ce qu'on appelle les capitalismes souverains, c'est-à-dire tous ces pays qui ont des réserves de change colossales ou bien qui ont fait des profits colossaux avec le prix du pétrole, dont j'entendais hier qu'il était passé à 107. 107, c'est fou, tous les jours. Usque dans la sendam, jusqu'où ne montrais-je pas. Et donc, ou des prix de matières premières, de nickel ou choses de genre, et qui se sont constitués, donc, des États qui sont constitués des fonds et des réserves colossales dont ils ont décidé d'en affecter une partie à des fonds d'investissement, dits fonds souverains, qui ont d'autres logiques, et la logique chinoise, c'est une espèce de logique de jeu de go qui est d'aller prendre des participations jamais effrayantes, mais de plus en plus importantes dans des entreprises qui stratégiquement sont importantes pour elles, et en particulier qui sont en train d'assécher notre chasse gardée habituelle de l'Afrique. Donc ce monde-là est un monde, ça aboutit aux 4 milliards de fusions-acquisitions, 4 000 milliards de fusions-acquisitions de l'année dernière, ça aboutit à l'accélération des délocalisations, ça aboutit à ce qu'on appelle le passage de l'entreprise bloc à l'entreprise éclatée. C'est ce qu'on appelle, je vous le montre parce que c'est quand même au cœur de l'incertitude de nos entreprises, qui est vraiment un phénomène très neuf qu'on appelle l'externalisation. C'est quoi ? C'est qu'un nombre croissant de nos entreprises sont obligées de ne se concentrer que sur ce qu'ils font très bien. C'est ce qu'on appelle l'entreprise en trèfle, le passage de l'entreprise bloc à l'entreprise éclatée. Donc une entreprise n'essaie de se développer et de ne garder dans son périmètre patrimonial que ce qu'elle fait très bien.
ce qui est son cœur stratégique. L'exemple classique, c'est celui de Nike, qui ne fait pas une seule paire de godasses ni un seul sportswear, mais qui dit mon cœur d'activité, c'est de concevoir la gamme et de marketer la marque. Et qui externalise sur des sous-traitants dans le monde entier ce boulot trivial qui est de faire les godasses et de faire les sportswear. C'est Toyota, j'étais très peu de temps encore au Japon, Toyota, la boîte la plus intégrée du monde, qui dit « Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse comme Nike ? Est-ce qu'il ne faut pas que je me concentre sur ce qui fait vraiment mon cœur stratégique et fabriquer les bagnoles, ça c'est vraiment un boulot lambda et il faut le faire par des gens ailleurs à qui je vais sous-traiter ça. Hein. Donc, et on ne fait appel à ces sous-traitants que si les sous-traitants eux-mêmes peuvent faire la preuve qu'eux-mêmes se sont concentrés sur ce qu'ils font très bien et ont sous-traité le reste. C'est Peugeot et Renault qui aujourd'hui n'acceptent de prendre des sous-traitants que si le sous-traitant peut faire la preuve que 25 à 30% de ce qu'il lui livre a été fait dans des pays à bas salaire. C'est un autre monde. Et puis le troisième pétale qui grandit, c'est le pétale de la flexibilité, c'est le temps partiel, les CDD, les indépendants, l'intérim. 30% des gens qui travaillent tous les jours dans les entreprises privées britanniques sont des self-employés. Alors on peut dire que c'est des employés d'eux-mêmes. Hein. On peut dire que c'est vachement bien, ils sont à leur compte. On peut aussi dire c'est des journaliers, ils débauchent vendredi, ils ne savent pas s'ils embauchent lundi. Hein. Et c'est un problème de fond. Et tout ceci, c'est là-dedans que baignent les salariés. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal ni que c'est bien. Je dis que c'est. Et c'est un monde de plus en plus incertain, face à quoi d'ailleurs le monde syndical a beaucoup de mal à se restructurer. Moi, je suis un fan du monde syndical. Je dis tout le temps que je couche avec la CFDT parce que ma femme